Bonsoir, il est exactement 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, célébration de la 141e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye à Yoff Diamalaye. Une grande partie de la communauté laïenne au rendez-vous pour effectuer des prières, le respect des mesures barrières de rigueur dans un contexte de progression du coronavirus. 15 décès enregistrés ces dernières 24 heures pour un total de 978 décès. 104 nouvelles contaminations sont également recensées ce lundi. Alors que la fin de l'état d'urgence sanitaire est annoncée le 19 mars prochain. Mais attention, le respect des mesures barrières doit être renforcé selon les autorités sanitaires. Et puis 48 heures de grève totale décrétée par le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé à partir de ce mercredi. Un syndicat qui exige la signature du décret de reclassement et l'indemnité de spécialisation paramédicale. L'actualité nous amènera également en France où l'utilisation du vaccin AstraZeneca est suspendue jusqu'à demain en attendant un avis de l'autorité européenne ce mercredi. L'Allemagne, l'Italie et l'Indonésie ont également décidé de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca. À la présentation, Aline Badara-Sossé assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Mais d'abord, le décès du maire de Type dans le département de Mbaké. Serine Bassirou Mbaké, président de l'association des maires de Mbaké, est décédé à la suite d'une courte maladie. Le groupe Sud Communication présente ses condoléances à la famille éplorée. Je vous le disais en titre, 141e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. À Yoff, les fidèles ont répondu présents et se sont retrouvés à la plage de Diamalaye dans un contexte de progression du coronavirus. Le respect des mesures barrières était de rigueur. Elhadj Moussa Thiam. La place Diamalaye a refusé du monde ce matin malgré les consignes des marabouts indiquant que l'appel doit être passé dans leur localité. Une grande partie des fidèles laïennes ont tenu à assister à la cérémonie dénommée Yor Diamalaye. Une cérémonie tenue dans le strict respect des mesures barrières. Les distanciations physiques ont été respectées. Babacar Sow, membre de la commission communication. Le contexte l'indique, mais l'année dernière, vous avez vu, les Laïens ont été la première communauté à surseoir à son appel. Donc cette année, il était de notre devoir de voir comment organiser cet appel sans pour autant transgresser les mesures barrières qui ont été édictées par les autorités sanitaires. C'est pourquoi le porte-parole du Khalif avait appelé dans chaque communauté laïenne que les représentants du marabout qui sont sur place, que les fils Khalif qui sont sur place puissent organiser l'appel à leur manière pour qu'on n'y ait pas ce rush qu'on connaissait ici à Yoff Diamalaye. Mais malgré tout, les gens sont venus en masse. Mais je pense que les gens ont respecté également les mesures barrières et vraiment ça s'est bien passé. Comme à l'accoutumée, Mamadou Makhtar Thiaw, se prononçant sur l'actualité, a appelé les fidèles à la retenue et au discernement en cette période de troubles politico-judiciaires afin d'éviter de verser dans la manipulation. Un message bien perçu par la jeunesse, renseigne Babacar Sow. Je pense que c'est un message très fort, surtout dans ce contexte où vraiment le pays est en une évolution sociopolitique. Il fallait qu'aujourd'hui, que le marabout, que le porte-parole ou même l'imam Mohamedou Makhtar puisse délivrer ce message qui consiste à appeler à l'apaisement, mais également à la retenue. Parce qu'on a besoin de retenue dans ce pays. On a besoin que les gens se reconcentrent sur l'essentiel. Mais je pense qu'on ne doit plus connaître ce genre de situation parce qu'on doit être à l'écoute de nos marabouts, de nos guides pour qu'aujourd'hui que ce Sénégal reconnaisse son lustre d'antan qui insiste à être un modèle démocratique, un modèle socio-économique pour la sous-région, pour l'Afrique et pour le monde. Le porte-parole de la famille Mamadou Lamine Laye a soutenu que la pirogue le Sénégal doit être préservée. On ne doit laisser aucune personne percer un trou qui va engendrer un chavirement total. Il a aussi dénoncé le manque de considération des politiques qui se déplacent dans la localité que pour satisfaire un intérêt. Yoff Diamalaye, Elhadj Moussa Thiam pour la radio Sud FM.
141e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye célébrée dans un contexte de progression de la pandémie. 15 nouveaux décès liés au Covid enregistrés ces dernières 24 heures. Le Sénégal recense au total 978 décès depuis le début de la pandémie. 104 nouvelles contaminations également enregistrées, dont 44 cas graves. Voici les précisions du docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. 1330 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,81%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 35 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré et 69 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu 19 cas, dont 2 à Plateau, à Dakar Plateau, au Mariste, Pikine et Rufisque, 1 à la Médina, Castor, Ouakam, Almadies, Nord Foire, Ngor, Diamniadio, Sébikotane, Diakhao, Diamaguène et Yeumbeul. Dans les autres régions, nous avons totalisé 50 cas, dont 16 dans la commune de Saint-Louis, 7 à Tivaouane, 5 à Kolda, 3 à Popenguine et à Thiès, 2 à Dara, Saly, Mbour et Touba, 1 à Diofior, Linguère, Somone, Toubab Dialaw, Diass, Richard Toll, Ndiassane et Vélingara. 243 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 15 décès ont été enregistrés ce dimanche 14 mars 2021. L'état des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. À ce jour, 36 996 cas ont été déclarés positifs, dont 32 765 guéris, 978 décédés et donc 3 252 patients sous traitement. 15 décès à 4 jours de la fin de l'état de catastrophe sanitaire au Sénégal. Le virus est toujours présent et poursuit sa trajectoire. Une bonne partie de la population en est consciente, mais craint un relâchement les jours à venir. Il faut certes reprendre les activités, mais continuer de se protéger, ont-ils fait savoir dans ce reportage signé Marie-Rosalie. Avec 15 nouveaux décès notifiés ce lundi, à seulement 4 jours de la fin de l'état de catastrophe sanitaire dans le pays, les mesures barrières doivent plus que jamais être respectées, et ce malgré la levée de certaines restrictions selon la mine. La maladie est bel et bien ici existante, elle est ici dans notre pays, puisqu'on a vu des ravages qu'elle a eu à faire à travers le monde et particulièrement ici dans notre pays. Donc j'exige à la population au respect strict des mesures barrières et de veiller aussi à respecter les conseils donnés par les médecins surtout. Pourtant, son attitude est loin de corroborer ses propos. Vous êtes assis à côté de vos camarades sans masque, sans distance. Pourquoi ? Oui, c'est mon ami, on se connaît et voilà. Je viens juste d'enlever mon masque, et je vais le mettre de suite. Pour Rokaya, à peu près la trentaine, la levée de l'état de catastrophe sanitaire ce 19 mars ne doit pas forcément impliquer un relâchement car le virus est encore très présent dans le pays. On peut organiser des événements tout en respectant les mesures barrières parce que les cérémonies ici au Sénégal, on ne peut pas nous empêcher de les faire en fait. Limiter le nombre d'invités dans nos événements et voir comment faire pour qu'on respecte les distanciations, que tout le monde porte les masques, ou bien même écrire dans les invitations qu'il est obligatoire de porter des masques, etc., etc. La maladie est toujours là, on voit tous les jours les cas qui augmentent, des gens qui meurent, donc on ne peut pas nier la présence du corona dans le pays. Toutefois, le réaménagement du couvre-feu va permettre à beaucoup de Sénégalais de souffler et de mieux gagner leur vie. C'est le cas de Babacar. Travail, on me paye par heure. Donc, lorsque le couvre-feu était à 21h, mon salaire avait baissé carrément. Donc, maintenant, actuellement, on reprend à la normale, donc ça va. À l'unanimité, ces jeunes interrogés soutiennent que chaque Sénégalais devrait désormais apprendre à vivre de manière responsable avec ce virus qui a déjà fait beaucoup de dégâts et qui n'a toujours pas dit son dernier mot. Selon les autorités sanitaires, la fin de l'état d'urgence sanitaire ne signifie pas
la fin du respect des gestes barrières. Les autorités invitent les Sénégalais à continuer de respecter les mesures sanitaires et le service national de l'éducation pour la santé va d'ailleurs poursuivre les actions de sensibilisation. Suivant à ce propos, le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, joint par Ndeye Mariam Diaye. Monsieur le Président de la République a annoncé la fin de l'état de catastrophe sanitaire le 19 mars. Effectivement, c'est à partir des leviers socio-économiques et sanitaires qu'il a jugé nécessaire quand même de lever cet état d'urgence sanitaire. Mais ceci ne signifie pas abandon des gestes barrières, ne signifie pas abandon du masque, ne signifie pas abandon du lavage des mains. Donc, je crois qu'il faut aller dans le sens quand même de continuer la sensibilisation pour la population, de les appeler à observer tous les jours vraiment le port du masque, le lavage des mains. Donc, on n'assimile pas et on n'associe pas la fin de l'état d'urgence sanitaire à la fin des gestes barrières. Le dispositif qui était là est toujours maintenu. Ce même dispositif va continuer. Les gens vont continuer à parler à la population. Les forces de l'ordre vont continuer à parler à la population, à sensibiliser, de même que les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc, je pense bien que il faudra quand même bien analyser cette situation, ne pas confondre un état d'urgence ou bien un état de catastrophe sanitaire qui est levé avec l'abandon des gestes barrières. Au contraire, nous devrons continuer à observer ces gestes barrières. Comme on l'a toujours dit, la vaccination est une stratégie qui vient compléter les gestes barrières. Donc, pour avoir une immunité collective par la vaccination, il nous faut au minimum au moins 70% de la population vaccinée. Donc, sans cela, continuons à observer nos gestes barrières, c'est-à-dire le port du masque, le lavage des mains avec l'eau et du savon. Restons dans le domaine de la santé où, je vous le disais en titre, 48 heures de grève totale est décrétée par le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé à partir de ce mercredi. Le SATSUS exige la signature du décret de reclassement et l'indemnité de spécialisation paramédicale. Babacar Samb. Le syndicat ou les 48 heures de grève totale qui ont été décrétées par le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé à partir de ce mercredi. Un syndicat qui exige la signature du décret de reclassement et l'indemnité de spécialisation paramédicale. Babacar Samb. Après une suspension temporaire due aux récentes émeutes, les techniciens supérieurs de la santé reprennent le combat. Donc le mercredi 17 et le jeudi 18, on a prévu une grève totale de 48 heures. 48 heures de grève totale les mercredis et jeudis prochains pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Lesquelles revendications qui sont vieilles de plusieurs années. Farba Di Ibrahima Ndiaye est le secrétaire général du SATSUS. Il y a le reclassement des techniciens supérieurs. Donc vous avez vu son problème qui est vieux de presque plus de depuis 2012, donc bientôt 10 ans. Il y a également aussi l'indemnité de spécialité. Vous savez qu'une indemnité de spécialisation est payée à tous les médecins généralistes qui se spécialisent. Les infirmiers et les sages-femmes également aussi, qui ont allé se faire une spécialisation, devaient bénéficier d'une indemnité. En tout cas, une certaine équité, on n'a pas dit l'égalité, mais une certaine équité. L'indemnité de spécialisation doit être aussi bien médicale que paramédicale. Un mouvement d'humeur qui risque de se faire sentir à tous les niveaux du système sanitaire, prévient le secrétaire général du syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé. Je vous donne un exemple. Presque tous les blocs opératoires sont gérés par des anesthésistes, des techniciens en anesthésie. Vous allez au laboratoire, c'est des techniciens en labo. Vous allez à la radiologie, c'est ceux qui font la manipulation. En biologie, en imagerie, partout, c'est eux. En néphro, aujourd'hui, vous avez des unités de néphrologie qui font aujourd'hui la fierté de la politique de l'État parce qu'on l'a décentralisé jusqu'au niveau des périphéries. Et aujourd'hui, c'est pas des médecins spécialistes, c'est des techniciens supérieurs qui gèrent ces unités de diagnostic. Et aujourd'hui, imaginez-vous tous ces gens-là qui sont de travailler, les conséquences que ça aura. Le SATSUS qui menace de durcir le ton si rien n'est fait. Babacar Samb, 18h16 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. La protection de l'environnement au cœur de la célébration ce 15 mars de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Lutter contre la pollution plastique est le thème car la situation interpelle. D'ici 2050, il y aura plus de
plastique de poissons dans les océans. 100 000 mammifères marins, tortues, 1 million d'oiseaux de mer sont tués chaque année alors que 8 millions de tonnes de plastique pénètrent les océans. Au Sénégal, les acteurs sont déjà passés à l'action, mais l'ASCOSEN liste les priorités. Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, est avec Mame Diarra Da Silva. L'avantage, c'est que c'est une amélioration. Cette loi a l'avantage, c'est que c'est une amélioration d'un autre texte qui existait et qui était la loi sur les prix, la concurrence et le contentieux économique de 1994. Et aujourd'hui, donc, il y a un élargissement lié au droit à l'information du consommateur, à une meilleure identification des clauses abusives et leur répression. D'ailleurs, une observation nationale des clauses abusives a été mise sur pied aussi. Ensuite, la réglementation sur les pratiques commerciales nouvelles, la consolidation du système de sanctions, parce que vous savez qu'il faut renforcer les sanctions pour mieux pouvoir donc protéger le consommateur. C'est ainsi qu'on a renforcé aussi les pouvoirs d'investigation donc des agents chargés de la mise en œuvre de la loi. Aujourd'hui, les associations de consommateurs sont habilitées à ester en justice pour défendre des causes des intérêts collectifs. Avant, les associations pouvaient ester en justice, mais pour leur propre compte. Maintenant, on peut le faire pour des intérêts collectifs. Ensuite, le Conseil national de la consommation aussi a été réformé. Et tout cela montre un peu l'évolution sur le plan des dispositions réglementaires aussi de la protection des consommateurs. Momar Ndao, que vous inspire le thème de cette année, la lutte contre la pollution plastique? Vous savez, le Sénégal n'est pas en reste parce que le Sénégal a mis au point d'ailleurs une loi pour lutter contre les plastiques. Et je pense que ça c'est extrêmement important parce que cela permet de pouvoir aussi améliorer la situation de la protection donc des consommateurs. Parce que si nous regardons un peu la situation des plastiques, il y a plus de 100 000 mammifères marins et tortues et 1 million d'oiseaux de mer qui sont tués chaque année par la pollution plastique marine. Nous avons plusieurs dizaines d'animaux, des moutons, etc. qui sont tués parce que ces animaux mangent les sacs plastiques et c'est indigeste pour eux. Et les plastiques vraiment sont partout présents dans notre environnement et il est extrêmement important donc de pouvoir limiter leur utilisation pour éviter l'intoxication donc des animaux, etc. Et c'est la raison pour laquelle c'est ce thème qui a été pris au niveau mondial. Obtention de la carte nationale de la presse, les dépôts des dossiers a démarré ce lundi. À la maison de la presse, ce n'est pas le Grand Roche. Les journalistes viennent au compte-gouttes pour disposer du quitus. Un pas en avant pour l'assainissement de la presse selon certains journalistes rencontrés. Le reportage d'Abdoulaye Diop. C'est parti pour le dépôt des dossiers pour l'obtention de la carte nationale de la presse. À la maison de la presse, ce n'est pas encore le grand rush. Les journalistes viennent au compte-gouttes. Ousmane Ibrahima Dia, secrétaire général du CORED, revient sur les dossiers à fournir. Vous avez le diplôme, vous avez l'attestation de son employeur et il y a également les 2000 francs à déposer comme frais. Selon lui, le quitus constitue un passeport d'éthique et déontologie. Il est demandé aux journalistes de fournir ce qu'on appelle le quitus. Le quitus, c'est un peu en rapport avec le respect des règles d'éthique et de déontologie, puisque c'est le CORED qui s'occupe un peu de ces questions-là. Et donc, tout journaliste veut disposer de ce quitus doit en principe s'adresser au CORED. Alun Baye est photojournaliste. Il vient de déposer ses dossiers. Très bonne chose, dans la mesure où cette initiative va nous permettre d'assainir la presse et d'avoir enfin ce que nous avons toujours voulu, c'est-à-dire des journalistes professionnels, être reconnus en tant que tels. Le démarrage du dépôt des dossiers constitue un premier pas pour l'assainissement de la presse au Sénégal. Sud International. Direction la France qui a décidé ce lundi 15 mars de suspendre par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca en attendant un avis de l'autorité européenne du médicament qui sera rendu mardi 16 mars, a annoncé le président français Emmanuel Macron lors du 26e sommet franco-espagnol. Nous l'écoutons au micro de Sen Radio. Plusieurs partenaires européens ont décidé de suspendre l'usage du vaccin AstraZeneca. Jusqu'à il y a quelques minutes, les autorités sanitaires allemandes. L'autorité européenne, l'EMA, rendra demain après-midi
un avis sur le recours à ce vaccin. Et donc, sur la recommandation du ministre des Solidarités et de la Santé en lien avec les autorités sanitaires françaises, puisque ce sont des questions sanitaires, et doivent être éclairées par ces autorités indépendantes, la décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre, par précaution, la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet. Et donc là aussi, nous avons un guide simple, être éclairé par la science et les autorités sanitaires compétentes, et le faire dans le cadre d'une stratégie européenne. Donc nous suspendons jusqu'à demain après-midi. L'Allemagne qui suspend également l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca à titre préventif après le signalement d'effets secondaires annoncé lundi 15 mars le ministère de la Santé, et cela après des cas de formation de caillots sanguins chez les personnes vaccinées en Europe, a précisé un porte-parole du ministère. L'Indonésie qui va également reporter le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 avec AstraZeneca en attendant une décision de l'Organisation mondiale de la santé après le signalement d'effets secondaires possibles. Direction la Côte d'Ivoire, décédé le mercredi 10 mars dernier en Allemagne, la dépouille du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est arrivée à Abidjan samedi dernier. Les obsèques du chef du gouvernement ivoirien ont donc débuté cet après-midi à Abidjan. Les détails avec notre correspondant sur place, Justin Assalé. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko sera inhumé vendredi prochain à Séguéla, sa ville d'origine, dans le nord-ouest du pays. Les obsèques ont débuté cet après-midi avec la présentation des condoléances à la famille au domicile de l'illustre disparu. Selon le programme des obsèques, une cérémonie d'hommage de la République est prévue mercredi au palais présidentiel d'Abidjan, et dans la soirée, celle du RHDP, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, la famille politique du défunt Premier ministre parti au pouvoir, dont il était l'un des vice-présidents, ainsi que des partis politiques. Ces obsèques seront marquées ce même mercredi par une veillée artistique au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé à l'est d'Abidjan, avant le transfert de la dépouille du chef du gouvernement à Séguéla, où il sera inhumé le vendredi 19 mars 2021 dans la stricte intimité familiale après la grande prière musulmane. Rappelons que le Premier ministre ivoirien est décédé le mercredi 10 mars à Fribourg en Allemagne des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Le corps sans vie d'Ahmed Bakayoko est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan samedi dernier en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des institutions de la République, des diplomates et d'une grande foule de sympathisants et d'admirateurs. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Un peu de sport avant de boucler ce journal. Football, on boucle la 10e journée de la Ligue 2 depuis 16h. Sonacos joue contre GFC au stade de Fodéwad. 17h, Renaissance accueille Damba Diop FC. Faisons le bilan de la 10e journée des clubs de Mbour en Ligue 1. Les séries de défaites se poursuivent du côté de Mbour, Petite-Côte et du stade de Mbour. Djambar perd sa place de leader. Cœur Major chute à la 3e place du classement de la Ligue 2. Les détails avec Moustapha Sall. La série noire continue pour l'équipe de Mbour Petite-Côte. Les Pélicans viennent de concéder leur 7e défaite lors de la 10e journée. MPC s'est incliné ce dimanche au complexe Bruno Metsu sur le score de 2-1 face au Casa Sport et enregistre ainsi un 4e revers successif. L'équipe de Mbaye Diouf reste en bas du classement, 12e, 7 points, à égalité avec la première équipe de la zone rouge. Mbour Petite-Côte, avec son coach italien, se cherche depuis le début de la saison. Seules 2 victoires enregistrées, 1 nul en 10 matchs, 7 buts marqués et 11 pris. Le stade de Mbour a connu le même sort ce week-end en s'inclinant à Dakar face à l'AS Douane sur la marque de 2-1. Une 3e défaite des Stadis qui chute à la 9e place avec 12 points, moins 3. Le stade de Mbour a une défense de 11 buts encaissés contre 8 marqués, 3 victoires, 3 nuls, autant de rencontres perdues et une en retard. Djambar de Sali a perdu son fauteuil de leader après son match nul vierge à domicile devant Génération Foot. L'Académie de Sali Portugal, qui laisse filer 2 points à domicile, marque le pas et descend à la 2e place avec 19 points plus 5, devancé par l'AS Douane qui a plus 8. L'équipe du coach Mbaye Badji
est la troisième meilleure attaque de 12 buts marqués, troisième meilleure défense de 7 buts encaissés en 10 matchs. En Ligue 2, Keur Madior a fait un match nul contre Africa Promo Foot, 0 but partout entre les deux formations. Avec 16 points, Keur Madior ferme le podium. En 10 journées, les poulains du coach Malick Diop ont connu 2 revers, 4 succès et autant de matchs nuls. 9 buts marqués contre 6 encaissés. Demba Diop de Mbour joue ce lundi contre la Renaissance de Dakar à Dakar, logé à la 6e place avec 14 points au compteur. Demba Diop pourrait prendre la 2e position du tableau en cas de succès. Demba Diop a de belles cartes à jouer lors de cette journée. Avec 9 matchs, l'équipe a marqué 9 buts pour 4 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Moustapha Salembourg, Sud FM. Moustapha Sall, CAN 2022, dernière journée des éliminatoires à l'UNCC risque de ne pas voir ses titulaires. Beaucoup de clubs européens menacent de ne pas libérer leurs joueurs. À défaut d'avoir ces lions, le sélectionneur national doit faire confiance aux locaux. Proposition du directeur de la communication et marketing de Génération Foot, Talafal, est joint par Elhadj Malick Ndiaye. Disons que la solution qui s'impose aujourd'hui à Malick, c'est de pouvoir faire au moins confiance aux joueurs locaux. Parce qu'on a des joueurs aujourd'hui qui sont capables de pouvoir jouer à un certain niveau. Donc par rapport à ces deux équipes qu'on doit rencontrer très prochainement, je vois pas pourquoi on ne ferait pas confiance à ces garçons-là. Si on prend aujourd'hui le cas de Pape Matar Sarr, un garçon qui est parti et aussitôt après il s'est retrouvé comme titulaire dans l'équipe de Metz. Et comme tant d'autres aussi. Et aujourd'hui, on a des garçons qui sont quand même en mesure de pouvoir rivaliser avec d'autres joueurs africains. Donc, c'est l'occasion de se dire qu'on a au moins de bons produits locaux. Seulement, il faut leur faire confiance, leur montrer quand même que vous faites partie des futurs de l'équipe nationale. Parce que tous, ils prétendent pouvoir aller jouer en Europe. Et donc, il y en a même certains qui sont aujourd'hui titulaires dans les clubs maghrébins. Donc, on pourra faire appel à ces garçons-là, leur montrer quand même qu'ils ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir rayonner, de pouvoir briller sur le plan international. Parce que par rapport à ces deux équipes qu'on va rencontrer très prochainement, ce ne sont pas des foudres de guerre. Donc, c'est l'occasion pour montrer à lui qu'il fait un clin d'œil à ces garçons-là. Leur dire que quand même, on vous a pas oublié et l'occasion vous est offerte aujourd'hui de pouvoir montrer ce que réellement vous valez.